Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Non, je ne suis pas une rockstar. Et pourtant, Matteo Renz fait la une du célèbre magazine culturel Rolling Stone en jouant pleinement la carte de la modernité dans sa communication politique. À quelques semaines d'un référendum constitutionnel, Matteo Renz axe sa stratégie sur son dynamisme et sa jeunesse avec une séance photo digne d'un acteur hollywoodien. Nous sommes en train de raconter une histoire, celle d'une Italie qui peut y arriver, qui y croit et qui ne passe pas son temps à se plaindre, déclare-t-il. The Young Pop, c'est à lire dans le magazine Rolling Stone et c'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Les titres. Les catholiques sont-ils encore une force politique ? C'est le débat du 20h avec l'historien Paul Tourkidorian et l'éditeur et enseignant Philippe Olivier. Il est l'un des membres actifs bénévoles de la FAGEC. Stéphane Orsine est l'invité de votre 20h. Bonsoir mon cher Stéphane. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Sur le plateau de Pendant le 20h, bienvenue. La FAGEC est une fédération d'associations au service du patrimoine culturel de la Corse. Quelle en est la première mission ? Alors la mission, c'est la valorisation. Bon, bien sûr, il faut étudier au préalable, protéger si possible, mais surtout valoriser, faire connaître dans une optique durable. Voilà, on est là comme agent de transmission entre le passé, la valorisation au présent et la transmission au futur, aux prochaines générations. La trace, c'est la trace. La trace est importante. Ouais. 46 années, je crois, d'activité, c'est ça ? Oui, la fondation, c'était décembre 1970 à Corté. Donc on a plus de 45 ans, on est sur la 46e année, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que vous parvenez aujourd'hui à donner une identité au patrimoine insulaire, au patrimoine bâti insulaire ? La FAGEC n'est pas la seule, attention, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur ce créneau-là, mais c'est vrai que la fédération, puisque le sigle c'est bien ça, Fédération d'associations et groupements pour les études corse, rassemble beaucoup d'associations, une douzaine d'associations au niveau régional, et on contribue à notre niveau à découvrir, à remettre au jour des pans du patrimoine pour toutes les époques, et c'est vrai que c'est une action qui est l'action la plus visible de notre fédération. Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Alors sur le terrain, c'est le lien avec le local qui est important. Évidemment, l'association est composée de passionnés, composée d'érudits qui ne sont pas forcément des professionnels. Et puis, il y a aussi, il y avait une des fondatrices de la fédération, Mme Morekini Mazel, qui elle était chercheure CNRS. Moi, un temps, j'ai commencé à préparer un doctorat, donc j'étais plutôt du côté professionnel. Aujourd'hui, c'est plus une passion. Et donc, on a, nous, nos propres recherches que nous menons. Et puis, donc, on va interroger le terrain. Et puis, à l'inverse, il y a aussi le terrain. Les gens qui sont sur le terrain, qui nous interrogent, qui découvrent fortuitement des choses ou qui s'intéressent au patrimoine de leur région, de leur village, de leur piève et nous interrogent et nous allons sur place et éventuellement on aide à différentes initiatives. Ça peut être des manifestations de visite du patrimoine, ça peut être des chantiers de restauration, ça peut être des publications avec des conférences ou des week-ends de découverte d'un patrimoine d'une micro-région. Transmission des savoirs, c'est ça l'ADN finalement de la FAGEC. C'est très important la transmission. Parce que à quoi servirait de travailler toute une vie sur un sujet ou sur un thème et puis qu'il n'y ait pas de continuité. C'est ce qu'a toujours cherché à faire Geneviève Morekini Mazel et tous les gens qui ont travaillé avec elle. Il faut absolument transmettre de génération en génération ce savoir qui n'est jamais terminé, qui n'est jamais achevé, qui est toujours en poursuite, en continuité. Alors je vais donner quelques chiffres. La FAGEC, c'est près de 200 adhérents en Corse et au-delà en Europe, plus de 235 numéros des cahiers Corsica, une douzaine de chantiers de consolidation. C'est vraiment de la communication au terrain, ça regroupe toutes ces formes-là dans vos champs de compétences. Oui, voilà. En fait, il y a trois axes principaux. Donc, les activités de terrain, que malheureusement, faute de financement suffisant, on a été obligé d'ajourner actuellement. Le gros du travail, c'est la publication. On parlait tout à l'heure de traces, et c'est ça qui est important. Laisser une trace des travaux qui ont été réalisés à travers une publication scientifique, ce sont les cahiers Corsica. Et le troisième volet, on en a déjà un petit peu parlé, c'est mettre en œuvre tout ça, animer tout ça et donner
vie, redonner vie à un patrimoine, montrer aux gens que c'est leur passé, mais il ne faut pas voir ça de manière nostalgique, c'est leur passé qu'on leur montre aujourd'hui et qu'eux peuvent utiliser pour des activités autres aujourd'hui et surtout demain. Et vous sentez qu'il y a un intérêt de l'opinion publique, des insulaires, des citoyens sur ces questions-là du patrimoine bâti, de la mémoire, de la trace? Alors, il y a un intérêt qui est fort, mais quelquefois on a l'impression un petit peu d'embêter, d'être un peu has-been. Voilà, on nous reproche de s'intéresser trop aux vieilles ruines et de ne pas penser économie. Oui. Mais ça, c'était un ancien discours. Il faut réfléchir un petit peu. Et quand on parle aujourd'hui d'économie durable, d'économie voire circulaire, tout cet environnement patrimonial, tout cet environnement même immatériel qui tourne autour de ce patrimoine-là, eh bien, si on sait bien y faire, c'est là-dedans qu'on peut chercher des clés, que ce sont dans ces domaines-là qu'on peut trouver des leviers de développement pour des zones qui aujourd'hui ont l'air défavorisées, mais qui ont un patrimoine immense. Et après, c'est à nous d'aider les gens qui ont des projets à savoir les développer et éventuellement à en tirer parti. Il y a plein de régions qui sont comparables à la Corse, avec même moins d'atouts, qui arrivent à faire beaucoup mieux que nous actuellement. Ça veut dire que c'est par le prisme de ce savoir-là, de cette transmission des savoirs, de ce patrimoine bâti, que l'on peut envisager d'autres, alors je vais être un petit peu naïf peut-être, Stéphane, d'autres perspectives d'avenir, d'autres politiques? Je dirais que c'est l'inverse. De mon côté, moi, ce qui m'intéresse, bien entendu, comme tous les chercheurs, c'est la découverte du passé, c'est essayer de comprendre tout ce que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Ouais. Mais ça ne parle pas au public. Ça rejoint la question que vous me posiez tout à l'heure. Et par contre, il faut faire miroiter, ou en tout cas mieux ressortir, l'aspect économique. Et c'est plutôt par là. C'est nous qui faisons cette démarche en disant aux porteurs de projets éventuels, vous voyez, si vous avez un projet de gîte, si vous voulez faire pour les guides accompagnateurs en montagne, ou plein d'autres domaines qui tournent autour de ça. Voilà, nous, on a la matière qui peut nourrir vos activités et donner une dimension, une profondeur à vos activités. Surtout, nous, on se positionne en tant que personnes qui pourront apporter de l'attractivité à une activité économique qui est sur l'hébergement, la visite ou ce genre de créneau-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une spécificité dans les projets que l'on vient vous proposer ? Les spécificités, pas vraiment. La spécificité, c'est un petit peu nous qui la réinjectons aujourd'hui. Il y a toujours, quand c'est une collectivité, c'est toujours un petit peu avec une arrière-pensée, pas électorale, mais bon, voilà, ils sont sollicités, les élus sont sollicités, pourquoi vous faites rien pour tel monument? Bon, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, on montre un petit peu ce qui se fait ailleurs. Alors, on prend toujours l'exemple, bien entendu, de la Sardaigne, mais c'est vrai que les Sardes ont une belle longueur d'avance sur la Corse, alors qu'il y a un patrimoine qui est tout à fait comparable. On n'a pas à rougir de notre patrimoine par rapport à notre région insulaire ou même continentale. Et donc, on essaie de montrer aujourd'hui des nouveaux produits. C'est ce qu'on a fait, par exemple, cette semaine dans le cadre du Festival de la Ruralité. Montrer, là, c'est le patrimoine martinien autour de Saint-Martino, mais on peut décliner dans plein d'autres directions et montrer que ce patrimoine-là peut faire vivre. Le meilleur exemple, c'est qu'on avait une trentaine de personnes qui devaient déjeuner sur place et le restaurant était plein. Donc ça montre qu'aussi il y a ce côté activité. Et ce lien social. Et ce lien social. Les gens se retrouvent, se réapproprient, apprennent, partagent ce qui fait leurs racines, ou pour les nouveaux arrivants, ce qui permet d'intégrer une société. C'est très important. Le patrimoine, c'est aussi du lien social. C'est ce qui forge et ce qui permet de cimenter une société. On va dire quelques mots sur les cahiers Corsica. Vous lancez une souscription numérique. Alors oui, on est là aussi, on parlait un petit peu d'innovation, ça fait partie un petit peu en utilisant les réseaux sociaux, en évaluant un petit peu l'intérêt de nos activités. On développe bien sûr les campagnes d'adhésion à travers des plateformes de collecte de fonds, des campagnes de dons, puisque la FAGEC peut faire bénéficier des donateurs de remises fiscales. Et puis il y a le financement participatif, puisqu'on a très peu d'aides maintenant au niveau des collectivités. Ça, je pense que presque tout le monde dit la même chose. Oui, la baisse des dotations des collectivités. Tout le monde est en baisse. Il reste encore quelques structures qui nous aident, mais en gros, il faut qu'on se débrouille tout seul. Et seul, on se débrouille. Donc, on fait beaucoup plus de prestations. On a changé un petit peu d'optique. Et puis, puisque les gens ont l'air de se mobiliser, eh bien, on fait du financement participatif à petite échelle. Et comme les petits ruisseaux font des grandes rivières, eh bien,
on espère bénéficier de tout ça. Et on l'espère pour vous. Il suffit d'aller sur la page Facebook, notamment de la page FAGEC. Facebook de la FAGEC, le profil, mon profil Stéphane Orsigne, animateur de la FAGEC, et puis éventuellement là trouver la plateforme qui s'appelle Hello Asso, où nous avons nos différentes campagnes de collecte de fonds. Merci beaucoup Stéphane Orsigne d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bavardé autour de la FAGEC et des compétences essentielles aujourd'hui pour la transmission des savoirs de la FAGEC. Merci beaucoup mon cher Stéphane. Merci. Et à bientôt peut-être. À bientôt. Tous les soirs, nous essayons de décrypter ce qui se passe, ce qui anime les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre ce que représente la figure du clown. Oui, la figure du clown avec Inès Moratti. Bonsoir ma chère Inès. Bonsoir. La figure du clown, effrayante ou pas cette figure? Alors tu as décidé de te pencher sur ce phénomène, un phénomène qui fait trembler les États-Unis depuis la rentrée. C'est ça. Alors déjà, est-ce que tu vois ces films d'épouvante où une bande de gamins déniche un vieux grimoire au fond d'un grenier et invoque une créature malfaisante par inadvertance? Ça te parle? Évidemment. Ça m'arrange. Évidemment, ça me Alors, parle. en fait, tu remplaces... Ça fait même terriblement peur encore aujourd'hui. Hein, tu remplaces ces enfants, ça va faire plus peur là encore. Tu remplaces en fait ces enfants naïfs par une team de marketeurs désabusés, les formules d'incantation par des mots type buzz ou opération marketing, et tu as l'origine des clowns sinistres. En fait, tout a commencé en août dans le Wisconsin, puis en Caroline du Sud, où l'équipe de tournage d'un film d'horreur indépendant a eu la lumineuse idée de lâcher quelques clowns glauques dans les rues, histoire d'assurer la promo, évidemment. Et le concept est devenu viral. C'est ça, en fait, ça fait le tour de la planète via Internet. S'en est donc suivi tout un cirque médiatique, une épidémie de course au clic à base de canulars potages, de fausses apparitions menaçantes et de plaisantins grimés qui multiplient les provocations. Alors, ce sont des petits numéros qui tirent largement sur le comique de répétition jusqu'à saturation. Mais tu vas voir, la chute est encore moins drôle entre mouvements de panique et véritables agressions jusqu'à des petites expéditions de chasse aux clowns nocturnes. Oui, des expéditions punitives. Alors, mais énième rebondissement, Batman et Stephen King sont entrés en piste. C'est ça, forcément, des clowns qui sèment la terreur dans les rues, un bouffon milliardaire en guise de président. Tu imagines que ça n'allait pas laisser Batman indifférent? Non, certainement pas. Non. Et c'est là, en fait, tu comprends que la réalité dépasse la fiction lorsque le roi de l'horreur lui-même, l'auteur du terrifiant It, donc Stephen King, a été obligé de prendre la parole sur Twitter pour calmer le jeu. Oui, justement, ce clown, terrible clown, Pennywise, sorti tout droit de l'imagination de l'auteur, qui se nourrit de nos propres peurs. Elle vient d'où, à la base, cette clowrophobie? En fait, si tu veux, Stéphane n'est pas le premier à vouloir nous faire flipper avec du nez rouge et des chaussures surdimensionnées. Alors, on va prendre le cas du premier clown moderne, Joseph Grimaldi, qui a donc instauré le maquillage rouge et blanc, assorti d'un costume exubérant. Sauf que dans la vie, le comédien était beaucoup moins fun que son personnage. Entre dépression chronique et problèmes d'alcool, ces étranges aventures ont été contées par l'écrivain Dickens après sa mort. Alors ça plante le décor parce qu'ensuite on a De Bureau, un artiste populaire français plutôt dans les années 1820, plus connu sous le nom de Pierrot. Mais le masque tombe lorsque le comédien tue à coups de canne un jeune garçon qui l'avait insulté dans la rue. Le pompon, enfin, avec le serial killer John Wayne Gacy qui répond au charmant surnom de Killer Clown. Killer Clown. Ça explique également que depuis les années 80, le clown est souvent utilisé pas seulement par les écrivains, pas seulement par les cinéastes, comme figure horrifique. C'est ça en fait, des clowns tueurs venus d'ailleurs en 88, au Joker, Heath Ledger, on en a vu de toutes les couleurs. Il te plaît bien le Joker? J'aime beaucoup. Bon, si tu veux mon avis quand même, le plus flippant, ça reste Ronald, la Mac mascotte du célèbre fast-food, parce que je pense que c'est lui qui comptabilise le plus grand nombre de victimes au final. Oui, c'est vrai. Alors plus sérieusement, ce qui rend les clowns si angoissants finalement, c'est qu'ils habitent dans un endroit très
particulier l'Uncanny Valley. Alors, autrement appelée la vallée dérangeante, située entre les montagnes du danger et de la sécurité. Donc ça, c'est un terme qui a été inventé par le roboticien Maury dans les années 72 et ça désigne le fait que lorsque quelque chose atteint un certain degré de ressemblance anthropomorphique, il s'ensuit un certain malaise. En fait, c'est que le cerveau n'aime pas vraiment les informations contradictoires. Alors, un clown, un robot ou même une poupée qui est presque totalement humain, mais juste à peine pas assez, forcément, le cerveau n'aime pas ça. Donc, ça tire notre sonnette d'alarme, mais un petit peu en sourdine. Tu sais, il y a le clown Ça de Stephen King, on l'a dit. C'est l'un des clowns qui a terrifié dans son enfance, mais terrifié à un point dont tu ne peux même pas imaginer. Peut-être qu'il te dira en coulisses, Paul. J'en étais Paul sûre. Dorian, évidemment. Bon, maintenant, c'est lui qui fait peur aux enfants. Et il attend d'ailleurs avec impatience la ressortie de ça de Stephen King, parce qu'il va ressortir en série télé. Merci beaucoup, ma chère Inès. Bonsoir, faites de beaux rêves, bien sûr. Oui, on va essayer. Et à très vite. À très vite. Le débat du soir, la question de votre 20h. Les catholiques sont-ils encore une force politique? L'historien, justement, Paul Torkidorian, et l'enseignant et éditeur Philippe Olivier répondent. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Philippe. Ces vacances se sont bien Bonsoir, passées. Philippe. Ça va? Bonsoir. Studieuse. Bonsoir, Paul. Oui, Ça. il. Alors la question de votre 20h, revenons à des choses un peu plus Oui, sérieuses. voilà. Laissons les clowns à Inès ou laissons les clowns dans vos rêves ou cauchemars. La question de notre 20h, les catholiques sont-ils encore une force politique? Je voulais poser cette question parce qu'il y a quelques semaines, la Conférence des évêques de France a publié un texte important donnant des pistes de réflexion et des engagements également pour l'Église catholique et ses fidèles. Un constat, la fragilisation du vivre ensemble, et un objectif, la redéfinition du contrôle social, un texte que certains observateurs attentifs de la vie publique ont considéré comme étant extrêmement politique. C'est avec vous, Philippe, que je commence. Les catholiques sont-ils encore une force politique? Oui, mais à mon avis, une double force. C'est-à-dire qu'il y a une partie des catholiques, pour moi, non pratiquants, qui ne suivent pas justement la parole du pape, des évêques ou d'autres chapelles, qui sont plutôt du catholicisme social, CFTC, CFDT, et qui ont plutôt un vote à gauche. Et puis ceux qui soient dans l'Église pratiquants, je parle de la France métropolitaine, sont plus souvent certains à la droite ou à la droite extrême, Chardonneret, etc. On le voit dans la Manif pour tous, par exemple. Et suivent quand même une tradition de droite catholique possédante. Pour moi, c'est deux catholiques. Droite catholique possédante, Paul, on est d'accord avec le constat de Philippe? Oui et non. On veut dire, il ne faut pas jouer non plus les imbéciles ou les aveugles et dire qu'une frange du catholicisme qui n'a pas de position à ce niveau-là. Non, moi, ce que je crois plus largement, c'est qu'effectivement, il y a un rôle de plus en plus politique, je dirais, quelque part, du catholicisme. On le voit à travers les déclarations du pape François, tout simplement, sur l'écologie, la finance, l'humanité, les migrants, etc. Il y a des prises de position qui sont très fortes et très fermes et qui, je pense, transcendent l'idée de droite, de gauche, de possédant ou de dépossédé. Je crois qu'on est vers un retour, effectivement, vers un catholicisme, je dirais, qui peut paraître de communication pour ses détracteurs, mais qui en fait renoue avec ses vraies valeurs, qui sont celles de l'humanité, de la présence sur le terrain, et la politique qui est l'intérêt, l'implication dans la vie de la cité. Je crois que l'Église de France elle-même continue à vivre cette charge évangélique, et surtout l'Église de Corse, au travers essentiellement de ses confréries qui sont très très présentes sur le terrain. Mais effectivement, le catholicisme a vocation à être politique. Quand on parle du pape, quand on évoque le pape François, on dit que c'est, vous l'avez dit un petit peu, que c'est le pape l'un des meilleurs communicants, mais également d'un point de vue politique, que c'est même l'un des politiques qui communique le mieux, l'un des politiques. Absolument. Ben, c'est un chef d'État. On rappelle quand même que le Vatican est un État et que le catholicisme, ça représente environ 1,3 milliard de personnes. Donc on peut considérer que c'est une bonne partie de l'humanité, qu'il y a une puissance et une organisation, parce que malgré tout, il y a un dogme et un droit, et une législation, je dirais, quelque part, et des valeurs communes sur lesquelles se retrouvent les catholiques. Donc forcément, c'est une force politique, et le pape reste un chef d'État, même si c'est une des moindres de ses fonctions,
La première étant évêque de Rome et serviteur de Dieu et des hommes. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Wojtyła, quand il a fait bouger les lignes et faire tomber le mur en 89, était moins communicant, mais tout aussi politique. Bon, là, ce pape, comme vous le savez, était chimiste, puis jésuite, puis il avait l'habitude d'aller dans les favelas. Et il est arrivé 30 ans après, donc évidemment, il a compris le monde d'aujourd'hui et que la communication, qu'elle soit pontificale ou politique, était essentielle. Alors moi, mais ce qui m'intéresse, si on revient au texte que je vous ai donné tout à l'heure, le texte de la Conférence des évêques de France, il y a quand même cette mise en garde contre l'enfermement identitaire. En ce sens, ils alertent tout de même, ce texte alerte l'opinion publique ou les opinions publiques, surtout quand on pense que aux États-Unis, Donald Trump notamment a été élu, il a fait du repli identitaire un de ses arguments de campagne. D'autres en France le font et en Europe également. C'est pas une alerte là? Vous ne sentez pas le discours politique? Oui. Peut-être même à contre-courant de ce que l'on peut imaginer. Forcément, puisqu'on voit le communautarisme et l'isolationnisme se développer en Europe, évidemment aux États-Unis aussi, et que l'Église, qui doit être universelle, comprend bien que c'est un repli égoïste et non pas altruiste, que c'est contraire aux valeurs traditionnelles de l'Évangile, et que si on laisse faire, évidemment, c'est les extrêmes plutôt droites qui vont triompher, comme elles commencent à... Déjà, elles ont failli triompher en Autriche, Viktor Orban en Hongrie, et en France, évidemment, Marine Le Pen. Alors, vous dites, Philippe, contraire à l'idée même, à l'essence même du catholicisme. Paul, vous pouvez justifier certainement ça, mais je voudrais juste vous donner un chiffre qui est important, qui est aussi extrêmement politique sur la sociologie du vote. 34% des catholiques non pratiquants ont déclaré avoir voté pour le Front National au premier tour des élections régionales. Alors évidemment, il y avait dans tout cela un dynamisme dû à la manif pour tous également. Hein. Oui, il y a à la fois un mouvement sociologique... Mais là, pardon Philippe, mais il y a une sorte de dichotomie presque avec la réalité, le vote, 34%, c'est pas rien, très honnêtement, et pourtant avec ce que doit représenter la foi, ce que doit représenter le mouvement catholique. Il y a quand même un côté, il y a une forme de peur qui touche au-delà même de la croyance, et il y a une forme de panique presque face à la dissolution des valeurs essentielles, je dirais même fondatrices, on dira, de la République française. Donc on s'aperçoit qu'il y a une perte de la notion des valeurs des hommes politiques, de la politique en général, et les gens se retrouvent un peu paumés dans tout ça, ils se raccrochent à ce qu'ils considèrent être un repli effectivement identitaire par le vote. Ça veut dire que vous dissociez le vote Complètement, oui. D'accord. Oui. Et puis moi, je pense que non pratiquants, alors il faut dire aussi que 34% c'est beaucoup, mais il y en a 66% qui ont d'autres valeurs dans le vote, donc un vote républicain, on va dire, plus ouvert sur la société, d'une part, et d'autre part, ils ne sont pas pratiquants, donc ils sont plus très reliés à la parole de l'Évangile, ils sont plus très reliés aux encycliques et à ce que dit le pape. Donc ce qui est pas étonnant, justement, dans la notion de... Moi, je trouve qu'il y a même une forme d'oxymore dans la notion de catholique non pratiquant. À partir du moment où l'on est catholique, on adhère forcément à l'Église catholique romaine, et donc forcément, quelque part, même si on n'assiste pas à la messe, je dirais. Alors, est-ce qu'il existe un vote catholique, selon vous? Non. Non, je ne pense pas. Non. Et je pense même que c'est quasiment une notion franco-française de relier justement la religion à un vote segmentarisé, à la politique, à des notions politiques, et quelque part de culpabilisation, disant finalement les cathos sont intégristes, donc vote FN, ou vote tous à droite, ou la frange très droite de la droite. Je ne pense pas que ce soit réellement le cas. Moi j'ai répondu, j'ai dit qu'il y avait deux catholicismes, et que il y a un catholicisme traditionnellement qui a fait le syndicalisme social, CFTC, CFDT, qui continue, s'il a une pratique, effectivement, à voter politiquement vers les autres, la pauvreté, etc. Ouais. Et puis, il y a quand même une part intégriste qui suit aveuglément, pas Saint-Nicolas du Chardonnay, mais... Notamment. Ouais. Voilà. Alors, on va répondre à cette question. Vous connaissez la règle, 40 secondes pour résumer votre pensée, pour répondre à la question. Paul, c'est avec vous que je commence. Les catholiques sont-ils encore une force politique ? Oui, c'est une force politique, que ce soit au niveau de l'organisation ecclésiastique, bien évidemment de l'Église, je dirais en général, puisque, on le sait aussi, le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes, et que donc forcément l'Église catholique est
de manière traditionnelle et historique, le pilier aussi de la construction de la France. La culture française et la culture corse sont catholiques, et donc forcément, nous sommes tous habités quelque part de manière, je dirais, purement culturelle ou éducative, ou dans le terreau de notre enfance, dans le contexte et le background, un peu catholique. Donc à partir de ce moment-là, tout est catholique, et tout est politique. Philippe, c'est à vous. Les catholiques sont-ils encore une force politique ? Oui, forcément par l'histoire, par l'héritage des familles qui étaient catholiques et pratiquantes. Effectivement, la pratique a diminué. Donc ils ont suivi mon exemple, par exemple. Dans les familles, si vous étiez plutôt du catéchisme social, comme je disais au début, ou du catéchisme plus intégriste et plus je garde mes valeurs bourgeoises et mon argent. Donc effectivement, c'est quand même la religion de la France, même si maintenant il y a d'autres religions qui prennent une place plus importante. Donc heureusement, je dirais, parce que ça contrebalance, si vous voulez, d'autres options politiques, d'autres religions présentes sur le sol de France. Pour revenir à l'intégrisme des catholiques, je pense que ce sont des catholiques. C'est le catholicisme qui est un prétexte, en fait. Ce sont des intégristes de base. Merci beaucoup à vous deux. On continuera à parler de toutes ces questions-là qui agitent la société, surtout en ces périodes-là, en période politique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu et débattu autour de cette question. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite, évidemment, sur France 3 Corse via Steel. Et restez sur nos antennes pour Sport in Corsica.